Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il y a ceux qui font l'éloge du rapport gallois, comme Arnaud Montebourg. Pour le ministre du redressement productif, tous les Français devraient lire ce rapport, synonyme d'engagement et d'optimisme. Pour François Bayrou, le travail de Louis Gallois représente un plan cohérent qui mérite le soutien. La droite, quant à elle, exhorte le gouvernement à appliquer courageusement toutes les mesures préconisées. Le MEDEF salue ce rapport et puis il y a ceux qui voient rouge. Les communistes jugent qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil libéral. Pour lutte ouvrière, ce sont des cadeaux aux patrons. Et qu'en pensent les syndicats? Ils se disent inquiets. Est-ce vraiment le cas? On posera la question à notre invité. C'est le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, dans un instant. Et pendant qu'en France, on s'agite autour du rapport gallois, loin, très loin d'ici, François Hollande affirme que des décisions importantes seront prises sur ce sujet. Mais le président fait aussi la leçon aux partenaires asiatiques en marge du sommet Europe-Asie qui se déroule au Laos. Le président français a fustigé la sous-évaluation du yuan et appelé à des échanges plus justes. Plus de détails dans le tour de l'info ce soir. Et puis cette question, Barack Obama sera-t-il l'un des rares dirigeants au monde à être réélu après un mandat marqué par la crise? Tandis que de nombreux dirigeants, notamment en Europe, ont été désavoués par leurs concitoyens, le candidat démocrate pourrait échapper à la malédiction de la crise économique. Peut-être rien n'est encore joué, puisque les deux candidats se trouvent dans un mouchoir de poche selon les tout derniers sondages. Voilà pour le programme de ce soir. Merci d'être en notre compagnie. 22 propositions principales pour relancer donc la compétitivité. Après des semaines de spéculation, le rapport gallois est enfin rendu public. Le commissaire à l'investissement et ancien patron de ADS préconise un choc de compétitivité qui est synonyme pour lui de choc de confiance. Son rapport insiste notamment, mais pas seulement, sur une baisse de charges étalée dans le temps. Tous les détails de ce rapport avec Sophie Normand. La préconisation la plus importante du rapport concerne le coût du travail. Louis Gallois préconise une baisse des charges en 2 ans maximum, 20 milliards de baisse des cotisations patronales, plus 10 milliards de baisse des cotisations salariales. Des baisses qui ne cibleraient pas que les bas salaires mais s'appliqueraient également à ceux représentant jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Le rapport recommande aussi le renforcement des filières industrielles. Il faudrait conditionner les soutiens de l'État aux actions des grandes entreprises, à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et sous-traitants. Le commissaire à l'investissement préconise un soutien plus efficace à l'exportation et propose l'alignement des conditions des crédits et garanties export sur le meilleur niveau constaté chez les concurrents. Parmi les autres préconisations, un Small Business Act pour les PME. Donner plus de poids aux représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés. Doubler les contrats en alternance en 5 ans. Ou encore reprendre les recherches sur les gaz de schiste. Et après la remise de ce rapport, c'est une sortie remarquée que celle d'Arnaud Montebourg tout à l'heure. Le ministre du redressement productif, très en vert, va évoquer un rapport engageant. Il incite tous les Français d'ailleurs à le lire et souhaite à ce rapport un destin de best-seller, y voyant une leçon d'optimisme. Pour le ministre, ce travail représente également un réquisitoire sévère à l'encontre de la politique menée ces 10 dernières années. On l'écoute. C'est un rapport fondateur. D'abord parce que c'est un plaidoyer vibrant pour la reconquête industrielle de notre pays. Il contient d'ailleurs un diagnostic extrêmement sévère sur les 10 dernières années qui viennent de s'écouler. Et je crois que tous les Français devraient lire le rapport gallois. Et je lui souhaite un destin de best-seller tellement il est édifiant. Il est mobilisateur pour tous les citoyens, que ce soit des salariés, des patrons, des consommateurs, bref, des Français. Et beaucoup de réactions ce soir dans l'ensemble de la classe politique, mais aussi chez le patronat et les syndicats. Il y a ceux qui applaudissent. C'est le cas de la droite. Jean-François Copé insiste pour dire que toutes les mesures préconisées doivent être prises dans ce rapport. Il appelle François Hollande à avoir le courage de les mettre en œuvre. Le MEDEF salue un rapport à appliquer aussi dans les médias. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil libéral. Le Front National dénonce de son côté un ramassis, je cite, indigent de poncifs ultra-libéraux. On va écouter également d'autres réactions recueillies au Sénat. Regardez. Même s'il faut attendre l'arbitrage du gouvernement demain, au Sénat, certains socialistes affichent déjà leur confiance face aux premières recommandations du rapport gallois.
Pour ma part, je pense que la très grande majorité de ces mesures sont des mesures utiles et que nous devrons, d'une manière ou d'une autre, les transposer dans notre politique économique et notre politique sociale. Des propositions économiques pour remettre la France sur le chemin de la compétitivité, notamment à l'échelle européenne. Une mesure saluée par le sénateur centriste Emery de Montesquieu. Le mot d'ordre envoyé au président et à son gouvernement, que le bon sens l'emporte sur l'idéologie. Le bon sens, c'est de constater dans un premier temps que nous ne sommes pas compétitifs et ensuite trouver des mesures simples pour ça. Les charges sociales sont beaucoup plus importantes que chez nos concurrents de l'Union européenne. Donc il faut les baisser. C'est une chose évidente. Mais si Louis Gallois recommande un choc de confiance en préconisant une baisse du coût du travail, la formule fait grincer des dents dans les rangs de l'UMP. Choc de confiance, ça veut rien dire. La confiance, elle n'y est plus. Il est rare de voir un exécutif perdre autant de temps depuis le mois de mai pour attendre un rapport au mois de novembre dont on annonce à l'avance qu'on ne tiendra pas toutes les mesures immédiatement. Donc en réalité, c'est une opération de communication. Alors que François Hollande promet l'annonce de mesures fortes dès demain, la remise du rapport Gallois ouvre des pistes qui devraient être poursuivies tout au long du quinquennat. Et sur le plateau du 22h, nos invités nous ont rejoint. Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Maillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, interview à suivre dans un instant ensemble. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On vient de l'entendre, le ministre Arnaud Montebourg conseille à tous les Français de lire le rapport Gallois. Peut-être sera-t-il un best-seller, nous verrons. Il dit que c'est une leçon d'optimisme. Est-ce ainsi que vous l'avez perçu en le lisant ? Alors ça dépend des parties, parce que sur la première partie, c'est plutôt une leçon de morosité, parce que quand on voit les mots qui sont employés dans ce rapport, décrochage, déclin, dégradation, écrasement des marges bénéficiaires, donc il dresse un constat qui est quand même, dans la première lecture, plutôt pessimiste. Je ferai une petite rectificative par rapport à ce que dit M. Montebourg. Il ne fait pas un bilan sur les 10 dernières années, mais sur les 30 dernières. Car tous les chiffres qu'il donne, ça commence à partir de 1981, qui est une date que tout le monde retient, avec des chiffres là aussi impressionnants sur la baisse des effectifs ouvriers dans la population active, la baisse des parts de marché de la France à l'économie internationale. On est toujours à chaque fois sur 4-5 points de baisse. Donc c'est un rapport qui n'épargne personne. Qui n'épargne personne. Et alors, ce qui est, je crois, le plus intéressant, c'est la chose suivante, c'est qu'il montre bien la mécanique. Il dit, en fin de compte, on a un problème de positionnement. D'un côté, on n'est pas assez haut de gamme dans ce qu'on offre sur le marché pour ne pas être écrasé par la guerre des prix. Et sur les gammes que l'on propose, on est concurrencé par des gens moins chers. Donc, il sort de cette controverse qu'on entend depuis le mois de juillet sur choc de compétitivité. Il montre bien qu'il y a un problème d'offre au marché et le problème qui est posé aux entreprises françaises. Alors Jean-Louis, c'est demain que le Premier ministre annoncera donc dans la foulée d'un séminaire gouvernemental ce qu'il aura retenu de ce rapport. Quelques pistes déjà ce soir que vous avez. Alors il y a les 22 propositions qui ont été exposées tout à l'heure brièvement. On sait qu'il y en a une qui sera rejetée, qui est sur les gaz de schiste, puisque ça a été carrément dit dans l'après-midi. Et il y en a une autre qui sera retenue à moitié, ce fameux choc de compétitivité. Je rappelle ce qu'il y a dans le rapport. Dans le rapport, M. Gallois dit qu'il faut une baisse des charges de 30 milliards d'euros sur 2 ans et il faut que ça soit payé par la hausse de la TVA et par la CSG. On sait que le président de la République a dit qu'il rejetait la proposition de la CSG et demain on devrait nous annoncer un système un petit peu qui ménage un peu la chèvre et le chou, qui pourrait fonctionner de la manière suivante d'après le site lepoint.fr, où en réalité on donnera aux entreprises une sorte de crédit d'impôt qui correspondrait à 6% des charges sociales qu'elles paient, un crédit d'impôt qui correspondrait à l'ordre de 20 milliards d'euros, soit à peu près la moitié de ce que rapporte aujourd'hui l'impôt sur les sociétés, qui serait versé à la fin 2013. Et pour payer ces 20 milliards, il y aurait 10 milliards d'économies budgétaires dans le budget 2014 et une hausse de la TVA d'un demi-point et sans doute l'introduction d'une fiscalité écologique. Mais quand on fait les calculs comme ça rapidement, on ne voit pas où on trouve les 10 milliards restants. On va rentrer dans le détail, Jean-Louis, ensemble. Mais Jean-Claude Maillet, sur cette piste qui serait retenue, évidemment on parle conditionnel ce soir, mais ce crédit d'impôt pour les entreprises, donc pas de réduction immédiate des cotisations sociales, mais crédit d'impôt pour les entreprises indexé, je crois, sur la masse salariale qu'elles déclarent en France. Votre réaction ?
C'est un peu compliqué quand même. Moi, je veux dire, sur les 22 propositions, il y en a certaines qui sont intéressantes. Moi, je le dis clairement. Il y en a même qui correspondent à ce que nous demandions. Commissariat à la prospective, la Banque pour l'industrie qui est déjà dans les tuyaux. Sur ce qu'on retient aujourd'hui, qui pour moi est une erreur d'analyse économique, une erreur en même temps, et il y a une dimension idéologique, c'est sur l'aspect réduction des cotisations sociales, ce que dit le rapport Gallois. Demain, on verra ce que dira le gouvernement, de l'ordre de 30 milliards. Sur un an, dit-il, si c'est pas possible sur un an, sur 2 ans, qui lui propose de le gager par ou de la TVA ou de la CSG, etc. Donc, le débat est beaucoup plus compliqué que ça. Cette logique-là, ça conduit à dire quoi? Ça conduit à dire, pour favoriser l'investissement des entreprises, et ça, on peut discuter de ça, il faut réduire les cotisations sociales, d'une manière ou d'une autre. C'est très alambiqué. Alors, de dire demain, je ne sais pas ce que fera le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il y a, un crédit d'impôt qui pourrait demain... Mais alors, on va parler de la compétitivité hors coût, évidemment, vous en parlez beaucoup, mais sur ce sujet du crédit d'impôt, si c'est annoncé, est-ce que c'est une bonne mesure selon vous? Attendez, crédit d'impôt, comme le disait à juste titre Jean-Louis Gombault, il va être payé comment? En 2014, puisque c'est un crédit d'impôt. Alors 2014, on va réduire à nouveau de 10 milliards les recettes publiques, les dépenses publiques. Bon, moi je voudrais savoir où. On est à l'os dans la fonction publique. On dit qu'il faudrait contrôler. On n'a plus les moyens de contrôler dans pas mal d'endroits. Donc qu'est-ce qu'on va réduire dans les dépenses publiques? Où? Les 10 milliards, on va les trouver où? Première question. Deuxième question, si j'ai bien lu le même site, on dirait qu'il y aura une petite augmentation de la TVA. Peut-être. Ah oui? Un demi-point. Bon, on ne va pas augmenter la TVA, on va augmenter la TVA. Donc je trouve ça très, très compliqué. Je trouve qu'il y a une réponse de on veut donner satisfaction sans donner satisfaction tout en donnant satisfaction. C'est un peu compliqué. Je préférais que le gouvernement soit clair en disant il faut favoriser l'investissement d'une manière ou d'une autre, on dégage tel moyen plutôt que de chercher des trucs très alambiqués. Ceci étant, s'il n'y a pas de diminution et de transfert de cotisations sociales aujourd'hui, c'est un élément positif parce que Donc vous le reconnaissez. Si c'est pas une réduction immédiate et qu'elle passe par un crédit d'impôt, c'est quand même positif. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis s'il n'y a pas tout de suite, comme ça pouvait circuler, de diminution ou de transfert de cotisations, parce que derrière ça, qu'est-ce qu'on veut comme système de protection sociale demain? C'est aussi lié à ça. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais si on diminue à un moment donné des cotisations, quelles qu'elles soient, à un moment donné, ça a un impact, y compris sur la qualité de la couverture sociale. Vous savez, moi, j'aimerais bien aussi qu'on pose le problème de dire, on a aujourd'hui une exonération de cotisations patronales en sifflet de 1 SMIC à 1,6 SMIC. Globalement, ça coûte 31 milliards d'euros au budget de l'État. Si on rajoute 20 milliards, par exemple, on va arriver à 51 milliards d'exonération de cotisations patronales. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi sur est-ce que c'est efficace, l'exonération de 1 à 1,6 ? Moi, je pense que ce n'est pas efficace complètement. Donc voilà, ces débats-là, on les évacue. Alors, je vais donner la parole à Jean-Louis sur un élément aussi important qui est évoqué ce soir par le site lepoint.fr, mais je voudrais qu'on revienne, on va regarder d'ailleurs, ce sont les différentes réactions à la fois du président François Hollande et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, un petit peu sur ce glissement sémantique, on a beaucoup parlé, entre le mot choc, trajectoire et puis pacte ces derniers temps, regardez. Le rapport Gallois qui va sortir début octobre, sur la compétitivité des entreprises, qui portera aussi sur le coût du travail et le financement de la protection sociale, conduira le gouvernement, avant la fin de l'année, à vous faire des propositions pour qu'il y ait un vrai choc de compétitivité. Il n'y aura pas un énième plan. Et je déconseille aussi l'idée du choc, qui traduit d'ailleurs davantage un effet d'annonce qu'un effet thérapeutique. Lorsque le rapport sera déposé le 5, mesdames et messieurs les députés, je l'annonce ici devant vous, le lendemain, le Conseil des ministres sera réuni en séminaire. Le lancement de la stratégie de la reconquête, de la compétitivité, c'est-à-dire de la bataille contre le chômage et pour l'emploi, sera lancé. Même si ça vous gêne, nous le ferons pour la France. Une politique de compétitivité suppose une action dans la durée, mais avec une visibilité pour les acteurs économiques. Pour tous les acteurs économiques, pour les employeurs comme pour les salariés, pour les investisseurs comme pour les épargnants, pour les consommateurs, pour les contribuables. Nous préparons le pacte de compétitivité et je l'ai dit et je le répète, aucun sujet ne sera occulté.
Jean-Luc Gombault, c'était vraiment une longue séquence avant le rapport Gallois. Maintenant, il est là. C'est une séquence décisive qui est à venir. Demain, si c'est bien cette piste de crédit d'impôt qui est retenue, comment on va faire passer cette fausse baisse des charges après avoir annoncé tellement on dira que c'est une vraie fausse baisse, ou une fausse vraie baisse, on ne sait plus très bien. Vous allez faire de la politique, vous. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans tout ce que nous venons de voir, c'est à quel point le pouvoir est quand même bousculé dans cette histoire. Il est bousculé. Et par lui-même, d'ailleurs. Il n'était pas possible aujourd'hui décréter, par exemple, une hausse de la CSG ou de la TVA. Le budget vient juste d'être voté et le plan de financement de la sécurité sociale aussi. En plus, arrive demain, après-demain ou je ne sais pas, dans quelques jours, le rapport sur le financement. Ça y est, il est sorti. Il y a un premier rapport de sortie. Bon, et donc, comment est-ce qu'on peut prendre des mesures immédiates de baisse de charges alors que tout a déjà été décidé pour 2013 ? Et donc, on s'oriente vers un système alambiqué, de sorte de crédit d'impôt, et les entreprises, beaucoup d'entreprises vont être un peu déçues, parce que ce qu'elles voulaient, elles, c'est une baisse des charges immédiate, ça c'est tout de suite c'est quelque chose, alors que là il s'agit d'un chèque qui leur sera remis à la fin de l'année prochaine si le budget de l'État a les moyens de le faire. Chèque, je le rappelle, probablement conditionné quand même à la préservation de l'emploi, comme l'avait proposé Arnaud Montebourg dans son mémorandum. Un chèque qui s'équivaudrait à 6% des charges sociales versées. Ça serait positif. Attendez, mais qui va vérifier ? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais vous savez, aujourd'hui, dans plein d'endroits, on n'a plus les moyens de vérifier, parce qu'on n'a plus le personnel qui peut vérifier. Dans la fonction publique, il y a plein d'endroits où on dit on s'est gagé sur tel investissement. Qui va vérifier que c'est bien le cas ? Moi, je mets au défi de dire il va y avoir des contrôles de l'utilisation de l'argent public qui seront efficaces. J'en suis pas certain. Loin s'en faut. Vous défendez, vous, d'abord la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité des biens, l'innovation. C'est primordial. Mais franchement, est-ce que cette politique d'offre peut avoir un effet avant 5 ans, mais attendez, non, mais c'est des problèmes qu'on traîne depuis 30 ans. C'est pas depuis. Bon, donc à un moment donné, il faut bien s'attaquer aux questions de fond, aux questions de gamme, etc. Tant qu'on réglera pas ça, on s'en sortira pas d'une manière ou d'une autre. Et on est partisan, un pays sans industrie est un pays qui décline. Ça, c'est évident. Là-dessus, on est d'accord. Bon. Ensuite, quand on regarde bien les choses. Si ce que certains appellent le choc de compétitivité, si ça devait se traduire par une augmentation de la CSG, une augmentation des TVA, on va affaiblir la croissance. Et tout ça, c'est lié à quoi ? C'est lié aussi au débat européen. À partir du moment où on reconnaît les 3% de déficit budgétaire, les 0,5% de déficit structurel, eh ben on se met dans un entonnoir. Et là, on est dans un entonnoir, donc on va sur le terrain. Quoi, cet entonnoir, mais l'entonnoir, c'est quoi ? Attendez, si on fait, un choc, ou on appelle ça comme on veut, je m'en fous, de 20 milliards de réduction. Ouais. Eh ben on dit les autres vont faire le même dumping, ça s'appelle du dumping. Les Allemands pourront très bien dire nous aussi on va réduire. Voilà, on rentre dans une logique qui est une logique d'austérité. Vous savez, plusieurs organismes ont travaillé économiques français, anglais ou autres en disant toute la politique d'austérité menée actuellement en Europe, c'est l'équivalent de 5 points de PIB en moins. 2 points de PIB pour la France. Vous parlez d'austérité. Le 14 novembre prochain, c'est lié tout ça. Le 14 novembre prochain, dans moins de 10 jours, les travailleurs espagnols, grecs, portugais seront dans la rue pour combattre l'austérité. Il n'y a pas de raison de mobiliser les travailleurs français. Nous ne sommes pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation, mais on soutient. Moi, je serai vraisemblablement à Madrid ce jour-là, en soutien avec les camarades espagnols. Mais je vous rappelle que l'ensemble des syndicats européens et les gouvernements, quels qu'ils soient, devraient faire attention à ça. L'ensemble des syndicats européens condamnent fortement toutes les politiques d'austérité qui sont menées, alors à des degrés divers. Bien sûr, on n'est pas dans la situation espagnole, grecque ou portugaise, qui devient dramatique dans ces pays. Mais on est, qu'on le veuille ou non, aussi dans une logique qui est une logique d'austérité quand on veut réduire pour des raisons strictement budgétaires, et je dis idéologiques, ou de manière drastique les dépenses publiques ou les dépenses sociales. En attendant les annonces demain sur la compétitivité, donc par Jean-Marc Ayrault, n'oublie pas qu'il y a aussi des négociations en cours importantes sur le marché du travail et la sécurisation de l'emploi. Elles ont commencé le 4 octobre. On entend dire qu'elles piétinent, Jean-Claude Mailly. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, la faute à qui? Attendez, pour le moment, on a le sentiment que le patronat attend de savoir c'est toujours la faute des autres. Non, mais attendez, non, c'est pas la faute des autres. Non, attendez, moi j'ai dit clairement les choses à mes interlocuteurs, il y a ça, je ne l'accepterai pas. C'est quoi ça? Toute nouvelle mesure de flexibilité, c'est non. Je l'ai dit dès le départ, et on n'a aucune... C'est pas moi. Vous arrivez à la table de négociation? Si on vous offre quelque chose en échange? Parce que c'est ça aussi, c'est quel type... Oui, non, mais attendez. Quel type de flexibilité? Moi, je vais prendre un exemple.
aujourd'hui des accords, parfois quand il y a une situation difficile, exemple PSA, Cebel Nord. Nous sommes signataires d'un accord où il y a une modération salariale pour sauver de l'emploi. C'est pas nouveau ce genre de choses, c'est pas de gaieté de cœur. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une disposition dans le Code du travail qui prévoit que si 10 salariés refusent, l'entreprise est obligée de faire un PSE. Si le patronat veut faire sauter ça, c'est non. C'est une garantie pour les salariés. Et ça, on ne l'abandonnera pas. Ça, je l'ai dit clairement aux représentants patronaux dans la négociation. Et le patronat veut vous faire plier sur ce point? Mais dites-nous comment ça se passe. Le patronat voudrait obtenir ça. C'est non. Si c'est ça, ce sera non. Ce sera sans et faux. Aujourd'hui, ce que je considère, c'est que le patronat, oui, ça traîne. La prochaine réunion a lieu le 15 novembre. Parce que le patronat est en l'attente, c'est ma version, je ne dis pas que j'ai raison, dans l'attente de ce que le gouvernement va annoncer en termes de compétitivité pour voir ce qu'il veut, comment il va se comporter. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas satisfaits sur la compétitivité, ils pourraient faire traîner cette négociation, ne pas aboutir à un accord. On sent qu'en tous les cas, ils sont pour le... Oui, il y a un lien, mais d'ailleurs, y compris M. Gallois fait un lien. Quand M. Gallois explique que selon lui et selon beaucoup d'entreprises, le CDI est trop rigide, je ne pense pas que M. Gallois... N'oubliez pas que M. Gallois, il a été aussi patron. On l'oublie pas. Mais on nous le présente comme un patron de gauche. Oui, c'est le cas. Ça s'appelle un oxymore, ça. Bon, donc, attendez, moi, ça s'appelle un oxymore. Moi, je me souviens quand M. Gallois était à EADS, patron de EADS, il ne parlait pas de coût du travail. M. Gallois disait que le problème principal rencontré par EADS, c'était le niveau de l'euro par rapport au dollar. Et c'est encore un élément. Vous savez, il n'y a pas que le coût du travail. Il y a le coût financier, il y a le coût de l'énergie, il y a le coût des différents facteurs qui interviennent. Or là, on a le sentiment qu'il faut absolument faire sur le coût du travail. Et là, je dis, ce sont des raisons idéologiques, comme j'ai eu l'occasion de le dire. On verra si la formule de Bloom est toujours valable. Il faut savoir, nous serons les gestionnaires honnêtes et loyaux des affaires du capitalisme. Nous verrons. Alors, en attendant de voir si c'est le cas, demain, cela ferait exactement 6 mois que François Hollande est à l'Élysée. Sur les dossiers économiques, sociaux importants de l'emploi, quel premier bilan vous tirez de la forme, la méthode Hollande et du fond, peut-être déjà les premiers résultats que vous percevez? On peut pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent tout doit être réglé en 6 mois, quel que soit le gouvernement. Moi, le désaccord de fond que nous avons, c'est sur la question européenne. À partir du moment où ce texte n'a pas été renégocié, on rentre dans une seringue d'austérité. Vous avez vu que François Hollande dit que nous sommes tout près de la sortie de crise de la zone euro, quand hier, Angela Merkel dit qu'il faut attendre 5 ans pour que peut-être cette sortie de crise arrive. Qui a raison, selon vous? Moi, je pense que malheureusement, c'est peut-être là-dessus Mme Merkel qui a raison, parce que rien n'est réglé au niveau de la zone euro. Et comme dirait M. Monti, qui n'est pas une de mes références, on se retrouve dans la même situation qu'en 93, au moment de la réunification de l'Allemagne. On vous donne la réunification, donnez-nous votre monnaie. Eh bien, ça n'a pas changé depuis. Je rappelle que la politique qui était menée en 93 en France nous a amené dans la récession. Et là, on est pas loin de la récession. Alors, pas qu'en France, la zone euro est en récession. Mais sur la méthode, quand même, il y a une différence entre M. Sarkozy et M. Hollande. Donc, est-ce que sa méthode, au moins, de chercher le consensus, chercher des pactes, chercher le donnant-donnant, c'est pas quelque chose qui vous convient? Non, attendez, que les contacts soient plus faciles, qu'il y a beaucoup plus de concertation, oui, tout ça, je le reconnais facilement, y compris le président de la République, soit accessible, oui, je l'ai dit, je l'ai écrit. C'est pas ça le problème. À un moment donné, il faut bien décider et prendre des orientations. Là, c'est un moment clé aujourd'hui. C'est important, vous parlez d'orientation. Est-ce que vous joignez votre voix à celle d'autres responsables qui appellent François Hollande à fixer un cap? Est-ce que dans le brouillard de la crise, vous jugez qu'on voit suffisamment la lumière, le phare, l'endroit vers lequel on va? Écoutez, à partir du moment où il y a, sur la question européenne, qui pour moi est une question structurante, il n'y a pas eu de renégociation du texte. Le pacte de croissance, c'est 10 milliards seulement d'euros de plus, c'est pas 120. Bon, donc on est dans une situation en France comme ailleurs qui est une situation qui nous corsette, y compris parce que l'Allemagne a pris cette position. Et est-ce qu'on en voit le bout grâce à François Hollande? Est-ce que le cap... Non, vous dites que le cap... c'est quoi? Non, le cap, c'est pas encore très clair. Donc vous l'appelez à éclaircir ce cap aussi? Oui, mais dans le bon sens. Oui, mais attendez, mais il faut choisir à un moment donné. Il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? On veut dire qu'on fait de l'allègement du coût du travail, auquel cas il y aura problème, je le dis clairement, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Ou alors on fait autrement. Ça, on va répondre dans les jours à venir. Pour terminer, la rentrée a été calme, l'automne a été calme, l'hiver sera... J'en sais rien. Non, franchement, moi, je ne dresse pas des plans sur la comète. J'ai toujours dit, si on est d'accord, on le dit. Si on n'est pas d'accord, on le dira. Et s'il faut mobiliser, on mobilisera. Là-dessus, on a notre entière liberté. Ça dépend de ce que décidera le gouvernement et le patronat. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Claude Maillet. Merci, Jean-Louis, pour votre analyse. La suite du 22h avec cette question. Barack Obama sera-t-il l'un des rares dirigeants au monde à être réélu après un mandat marqué par la crise? Tandis que de nombreux dirigeants, notamment en Europe, ont été désavoués par leurs concitoyens, le candidat démocrate pourrait échapper à la malédiction
réduction de la crise économique, peut-être rien n'est encore joué ce soir, puisque les deux candidats se trouvent dans un mouchoir de poche selon les derniers sondages. Et on va s'arrêter un instant sur le système électoral américain, une élection au suffrage indirect, État par État, selon la règle du winner takes all, c'est-à-dire que le gagnant prend tout, que nous détaille justement Cécile Sixou. Entre Barack Obama et Mitt Romney, les 215 millions d'Américains ne choisissent pas directement. Ils élisent des représentants, les grands électeurs, chargés eux de voter pour le président. Chaque État en a un nombre précis. En gros, plus il est peuplé, plus il en a. Au total, ces délégués sont 538. Pour gagner donc, le futur président doit obtenir la majorité de leurs suffrages, soit 270 voix. Mais là encore, le décompte ne se fait pas au niveau national, mais localement. En effet, c'est le parti arrivé en tête dans chaque État qui remporte tous les grands électeurs de l'État. Exemple, en Californie, si les démocrates sortent majoritaires à l'issue du vote, même d'une courte tête, Barack Obama raflera l'ensemble des 55 voix de l'État. Un mode de scrutin aux conséquences parfois paradoxales, comme en 2000, où en gagnant in extremis l'État de Floride, George Bush avait remporté l'élection. Al Gore, avec ses 500 000 votes de plus sur l'ensemble du pays, n'avait pas assez de grands électeurs. Dans certains États historiquement acquis à un camp, les résultats sont connus d'avance. En revanche, une dizaine d'autres votent différemment d'un scrutin à l'autre. On les appelle les swing states, des lieux clés très courtisés par les candidats, comme l'Ohio ou la Floride, car c'est là que va se jouer demain l'élection américaine. Et la dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info préparé par Mounir Soussi. L'affaire Bettencourt rattrape Nicolas Sarkozy. Selon une information révélée par Europe 1, l'ancien président devrait être auditionné cette semaine par un juge. Le magistrat cherche à savoir si sa campagne électorale de 2007 a bénéficié d'un financement occulte provenant de la famille propriétaire de L'Oréal. Son audition était initialement programmée vendredi dernier, mais Nicolas Sarkozy était alors indisponible, indique la radio. Cet été, la justice a déjà perquisitionné ses bureaux et son domicile à la recherche de preuves. Un soutien chargé de symboles pour Jean-François Copé. Jean Sarkozy annonce son ralliement officiel à l'actuel secrétaire général de l'UMP. Le fils de l'ancien président a signé un appel d'élus en faveur de Jean-François Copé dans le duel avec François Fillon pour la présidence de l'UMP. Le vote des militants aura lieu le 18 novembre prochain. Au Laos, pour le sommet Europe-Asie, François Hollande a plaidé pour un rééquilibrage des rapports commerciaux. Dans cette optique, il a eu des mots sévères à l'égard de la Chine, dénonçant notamment une concurrence déloyale. Les opposants au mariage homosexuel poursuivent leur offensive. Dans les rangs de l'UMP, plusieurs voix s'élèvent pour annoncer qu'en cas de retour de la droite au pouvoir, elle abrogerait la loi. Des personnalités comme Christian Jacob ou Valérie Pécresse défendent cette idée. On peut tout à fait imaginer de mettre en place un statut qui soit un statut d'union civile et de transférer les droits sur un statut d'union civile. Ça peut se faire. Mais si la loi est adoptée puis abrogée, il sera tout de même impossible de revenir sur les unions déjà prononcées. Le texte sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Peste et choléra ne sont pas forcément synonymes de période sombre, en tout cas pour Patrick Deville qui décroche le prix Femina avec ce roman. Je me réjouis que davantage de lecteurs encore rencontrent ce livre. Et puis les précédents et les suivants, parce que les prix, c'est cela aussi. Enfin, Le livre retrace l'itinéraire d'Alexandre Yersin, un médecin de l'Institut Pasteur, mi-chercheur, mi-aventurier, qui au cours de ses voyages en Indochine réussira à découvrir le bacille de la peste à la fin du 19e siècle, avant d'être le premier docteur à guérir un pestiféré. Dans le dessin du jour, Baudry invente un prix spécial pour les auteurs de rapports commandés par les gouvernements. Et pour le dessinateur, Louis Gallois qui vient de remettre son travail sur la compétitivité a toutes les chances d'être lauréat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour votre soirée documentaire intitulée ce soir de 1975 à nos jours, le temps des passions. Belle soirée et à demain avec plaisir.
je me sens française, quoi, mais pas moins que n'importe quel autre Français. Moi, je me définis comme un Africain de la Caraïbe. Un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né à Paris. Je suis les deux, noir français, français noir. Mais c'est quand même pas facile d'être un noir en France. En regardant ces images tournées à la fin des années 70 dans le quartier parisien de Barbès-Rochechouart, on réalise combien le visage de la France est en train de changer. Après plusieurs décennies de migration, plus d'1 demi-million d'hommes et de femmes noirs et métis construisent leur destinée sur le sol hexagonal. Et pourtant, le gouvernement de Giscard d'Estaing vient de décréter la fin de l'immigration. Et la crise paralyse l'économie française. Les différentes communautés des Noirs de France vivent des destins séparés. La grande majorité des travailleurs africains sont des hommes célibataires dont les femmes et les enfants sont restés au pays. En revanche, de nombreux migrants des départements d'outre-mer construisent leur famille dans l'Hexagone. Moi, dans la cité des Hauts-de-Seine où j'ai grandi, il y avait évidemment des familles maghrébines, je me souviens très bien, des parents comme des copains. Il y avait des familles d'Afrique noire, mais il y avait des familles italiennes, il y avait des familles espagnoles, il y avait des familles d'origine polonaise. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient de familles qui venaient souvent de différentes régions françaises, bon, puis qui étaient arrivés dans les années 50, 60 en région parisienne, qui avaient fini par trouver là un logement social quand la cité avait été construite. Et c'était totalement mélangé. Il n'y avait aucune ghettoisation. Les enfants de migrants antillais, réunionnais et guyanais qui vivent dans les quartiers populaires sont des Français. Ils n'en font pas moins l'expérience du racisme au quotidien dans leur propre pays. Je me retrouve à un moment où la télévision française diffuse Tarzan, le Tarzan de Johnny Weissmuller. Et je suis noir, et on me dit Ongawa, et donc c'est les premiers moments où je me bats pour défendre un peu mon honneur, même en étant moins costaud que les autres, j'arrive à me défendre et je ne perds jamais. Tout ce qu'on avait appris, toutes les références qu'on avait, bon, quand on était noir, de toute façon il fallait pas trop la ramener, parce que bon, on n'était pas chez nous, on était là, à la limite on disait que les blancs étaient gentils de nous laisser là, quoi. Voilà, j'exagère peut-être un peu, mais c'était un peu ça. Donc personne ne se posait le problème de discrimination, ou très peu de gens. En octobre 1977, les journaux télévisés annoncent des réformes politiques qui vont changer le destin de nombreux immigrés africains. Selon un sondage publié ce matin par le Quotidien de Paris, 57% des Français sont favorables à une diminution de la main-d'œuvre étrangère. Apparemment, donc, les récentes mesures annoncées par Lionel Stoléru, le secrétaire d'État chargé des travailleurs immigrés, reçoivent l'appui de l'opinion publique. Depuis le choc pétrolier de 1973, l'économie française est en crise et le gouvernement de Giscard durcit progressivement la législation contre les étrangers. Une prime au retour volontaire est instaurée. L'objectif affiché est le retour au pays d'1 demi-million d'étrangers. Le nombre de travailleurs clandestins va s'accroître et les Africains sont maintenant désignés, aux côtés des Maghrébins, comme des indésirables. Alors que les choses soient claires, on ne met personne à la porte, mais on ne laisse plus la porte grande ouverte, c'est exact. Pour les immigrés africains qui réussissent à franchir cette porte, la situation du logement est en train de changer.
Les pouvoirs publics les poussent hors des taudis, vers les foyers. Les plus célèbres sont les foyers Sonacotra, construits pendant la guerre d'Algérie pour contrôler les travailleurs algériens et qui logent maintenant plus de 25 nationalités d'immigrés. Une vie à part, qui maintient à l'écart de la société une population dite à risque. Le foyer lui-même, c'est quoi? C'est un ghetto social. Pourquoi, bon sang, on ne peut pas, en tant qu'être humain, rejoindre la norme sociale HLM qui est celle qui est la norme de tous les Français? Nous, on disait, plus de foyers. Un mouvement de grève des loyers a démarré dans un foyer Sonacotra de la banlieue parisienne en janvier 1975. Il s'est maintenant étendu à plusieurs centaines de foyers à travers la France, conduisant à des occupations de locaux et des confrontations avec les forces de l'ordre. De nombreux travailleurs africains rejoignent leurs camarades immigrés de différentes nationalités au sein de comités autonomes pour défendre leurs droits. Sur une chambre de 6 mètres carrés, ils nous font payer environ 270 à 300 francs par mois. De 6 mètres carrés, nous on appelle ça un cercueil. Mais pour nous, ne pas payer le loyer, c'était prendre des risques énormes. C'était risquer d'être expulsé d'abord du foyer, c'était avoir des saisies à reçu de salaire, c'était avoir des expulsions du territoire, c'était être pisté par des RG, et tout ça, on l'a subi. La grève des foyers durera jusqu'en 1979. Avec ce mouvement, les migrants africains qui viennent en France depuis les indépendances de 1960 sont maintenant inscrits dans l'histoire des luttes sociales de notre pays. Je pense que c'est important de se construire en se disant que nos parents, ils n'ont pas passé leur temps à baisser la tête. Parce que ça, je l'entends beaucoup dire, nos parents rasaient les murs, nos parents baissaient la tête, c'est pas vrai. Nos parents se sont battus et ont très tôt revendiqué des choses, et les luttes d'aujourd'hui, ce sont les héritières de ces luttes-là. Avant la marche pour l'égalité, il y a eu les travailleurs des foyers Sonacotra, et je crois qu'il faudrait leur rendre justice aujourd'hui. En octobre 1978, les dizaines de milliers de ressortissants des départements d'outre-mer placés dans la fonction publique par les plans de migration du gouvernement remportent une victoire importante. Avec les congés bonifiés, ces fonctionnaires peuvent maintenant bénéficier d'un voyage tous les 3 ans vers leur département d'origine, payé par l'administration. Mais leur lutte ne s'arrête pas là. Ce ne sont pas seulement des questions de revendications salariales et ouvrières ou salariés ou d'employés. Il y a des revendications liées à la réalité des DOM et en particulier à la demande du développement des DOM pour pouvoir y retourner. Donc, on va avoir un glissement du mouvement syndical vers le mouvement associatif parce que le mouvement syndical est incapable de se saisir de ces questions-là. Les migrants venus des départements d'outre-mer réalisent que les syndicats et les partis politiques français n'entendent pas leurs revendications spécifiques. Ils vont se tourner vers le milieu associatif, porteur d'une forte dimension communautaire et culturelle. Ils ne sont pas les seuls à rêver du retour. La cause indépendantiste est en plein essor dans les départements d'outre-mer et de nombreux jeunes militants qui étudient en métropole ont eux aussi les yeux tournés vers le pays natal. Je milite à l'Union des étudiants guyanais et l'Union des étudiants guyanais est indépendantiste. Nous avons une devise, notre devoir à tous, le retour au pays. Le fait de rester, de conduire sa vie professionnelle en France n'était pas une perspective, ça n'était pas un horizon, ça n'était pas un espoir. C'était vraiment une situation de défaut. Les années 70 s'achèvent et malgré leur rêve de retour, les migrants venus d'outre-mer s'installent dans leur vie métropolitaine. Tous ont les yeux fixés sur un de leurs compatriotes, Marius Trésor, l'enfant de Sainte-Anne en Guadeloupe, qui vient d'être désigné capitaine des Bleus.
Près de 50 ans après la sélection de Raoul Diagne, le premier joueur noir à entrer dans l'équipe de France en 1931, Marius Trésor fait la fierté des Français d'outre-mer. L'élection de la gauche au pouvoir, en mai 1981, marque une période d'espoir pour de nombreux Noirs de France. 2 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement de François Mitterrand annonce son intention de régulariser la situation de 130 000 travailleurs sans papier. La régularisation, c'est vraiment un moment charnière. Je me souviens que nous, on chantait, on dansait, on disait « Ave Mitterrand, le peuple te salue ». La régularisation était vraiment le vrai problème de notre séjour en France. C'était moins des problématiques sur le logement, c'était moins des problématiques sur l'emploi. Bon an, mal an, on trouvait notre gardiennage et puis on allait à l'école. Quelques mois après la régularisation des sans-papiers, le gouvernement fait une autre annonce importante, cette fois pour les migrants originaires des départements d'outre-mer. L'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, l'ANT, tel est le sigle de la nouvelle structure qui remplacera désormais l'ex-Bumidom. Le Bumidom, la structure gouvernementale qui encourage et organise depuis près de 20 ans la migration massive de citoyens des départements d'outre-mer vers la métropole, vient de disparaître. L'objectif déclaré du gouvernement socialiste est désormais de favoriser la formation professionnelle et l'insertion des migrants domiens. Une première remise en cause de la relation clairement paternaliste qu'entretient la République avec ses citoyens d'outre-mer. Le contrat social et humain, à défaut du contrat économique, était faussé à la base. Cette situation de mère patrie, mère nourricière qui va assurer l'essor économique et culturel de toute une partie de sa population, une partie outre-mer, avec ce rapport vraiment un rapport de la mère à l'enfant, ce rapport d'autorité qui fait que donc celui qui est dans le rôle de l'enfant est considéré comme un enfant et donc un peu irresponsable. Ça ne cadre pas vraiment avec l'idée que je me fais de l'épanouissement et de la liberté des peuples. Le bilan démographique des années Bumidom est clair. En 1982, près de 450 000 hommes et femmes nés dans les départements d'outre-mer et leurs enfants vivent dans l'Hexagone, 5 fois plus que 20 ans auparavant. Mais c'est sur le sujet de l'ascension sociale tant espérée par les migrants que le bilan est le plus accablant. Dans la fonction publique, les promotions sont rares et les cadres sont une minorité. En moins de 20 ans, la migration domienne s'est prolétarisée. Cette population n'a pas connu cette promotion qui était attendue. D'accord ? Elle est restée en gros l'OS des services publics. Elle a joué dans les services publics le rôle qu'ont joué en parallèle dans les années 60-70 les étrangers dans l'industrie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les avait appelés. Toute une génération d'enfants de migrants des départements d'outre-mer est née en Hexagone. Elle grandit entre deux mondes en découvrant des horizons nouveaux. Moi, je t'avoue que plus jeune, je pensais pas comme un Antillais, quoi, parce que moi, en plus, je fais partie d'une génération où on ne parlait pas créole. C'est-à-dire que mon père me parlait en créole quand il était tendu, tu vois. Mais sinon, à part ça, il me parlait en français. Il a besoin déjà, lui, de s'intégrer, et moi, alors, il faut que je sois, à ses yeux, enfin, aux yeux de tout le monde, un symbole d'intégration. C'est-à-dire, le mec arrête de manger du piment, on se francise à mort, enfin, tu vois. J'ai le souvenir là d'un dîner de famille.
J'ai, oui, 16 ans. Et lors de ce dîner, je parle de tout ça, de tout ce que moi je suis en train de vivre, de tout ce que nous faisons nous jeunes. Je parle de gens qui appartiennent à la génération de mes parents. Je parle de Sékou Touré, je parle de Césaire, je parle de Fanon. Et je leur dis, mais voilà, l'esclavage, ce que ça a été. Et j'ai des membres de ma famille qui me disent, mais non, mais il faut pas avoir ces choses comme ça. Et je comprends qu'il y a un véritable fossé entre cette génération et ma génération. Ma mère ne disait rien et c'est une tante qui tout d'un coup se met à dire « Mais laissez-le parler. Il a raison, nous n'avons jamais osé dire. On n'a jamais osé dire non, on n'a jamais osé se révolter alors que nous savions que ce que nous vivons n'était pas normal. » Quelles que soient leurs origines, les Noirs de France ont encore du mal à faire entendre leur voix dans la France du début des années 80. Seules quelques exceptions émergent, encore trop singulières. En juin 1983, Yannick Noah, un jeune tennisman franco-camerounais, triomphe à Roland-Garros et fait rêver la France entière. Le gouvernement socialiste parle d'une république métissée. La réalité est bien plus complexe. Après un été marqué par des meurtres racistes et des violences policières à répétition, une force politique spontanée surgit des quartiers populaires. La marche pour l'égalité, surnommée Marche des Beurs par les médias, part de Marseille et traverse la France, accueillie par près de 100 000 personnes à Paris. Au même moment, le Front National remporte ses premiers succès électoraux majeurs. Les discours ouvertement xénophobes se banalisent, soutenus par les violences des activistes d'extrême droite. Mais nous, la montée du FN, on l'a vu arriver. On l'a vu arriver lorsqu'à la sortie des écoles, les gars viennent et matraquent tout ce qui est noir et basané. Donc nous, on a bien compris qu'il y avait des mouvements racistes, alors bien structurés, bien organisés, et qui commençaient de plus en plus à faire entendre leur voix. Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. SOS Racisme est créé en octobre 1984 en réaction à la montée de l'extrémisme. Parmi les membres fondateurs, nombreux sont les militants proches du Parti socialiste, comme le jeune métis martiniquais Harlem Désir, qui devient le premier président de l'association. Nous, on ne se reconnaît pas du tout dans ce discours lepéniste, anti-immigré. D'abord, on vit dans cette société métissée. Et, quand on agresse un immigré, c'est comme nous agresser nous, c'est nos voisins, c'est nos potes, c'est les gens avec qui on a grandi dans nos cités ou avec qui on a été à l'école. Et de toute façon, nous, on ne pense pas que c'est un problème pour la France, l'immigration. On est heureux de vivre dans une France où il y aura des gens de toutes origines. C'est un message un peu simple, mais qui renvoie à des valeurs très fondamentales de la République. Et donc, c'est comme ça que va être lancé SOS. Tu veux un jaune? Tu veux quelle couleur? Orange. Tu m'en prends un autre encore? Oui. SOS Racisme réveille l'activisme antiraciste. Pourtant, l'association a du mal à trouver ses bases au sein des communautés noires, pour des raisons très diverses. Parce que c'est un organe du Parti socialiste à l'époque et que c'est de la politique et que ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne m'intéresse pas du tout à la politique à l'époque. C'est pas que je ne m'intéresse pas à la politique, c'est la politique ne me parle pas. Il n'y avait pas énormément d'Antillais mobilisés au début à SOS. Au fond, j'ai l'impression, je vois ça des Antillais que je connais et que je connaissais à l'époque, qu'il y a eu un peu probablement le sentiment, mais au fond, nous, on n'est pas concernés. Il y a aujourd'hui une peur de l'immigration. Il faut qu'on fasse attention à ne pas être assimilé à l'immigration. SOS Racisme reste l'une des organisations pionnières dans la lutte contre les discriminations des minorités en France. Malgré cela, beaucoup lui reprocheront d'avoir instrumentalisé la lutte antiraciste sans avoir su faire émerger une génération de responsables politiques de la diversité.
Les rendez-vous ont été manqués à cause de cette difficulté de la gauche à voir le migrant que comme quelqu'un qu'il faut aider, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un d'impossiblement autre chose que subalterne. On se retrouve dans ce qu'on appelle le syndrome de l'éboueur. Le syndrome de l'éboueur, c'est-à-dire vous êtes arrivé en France, la vision qu'on a sur vous, c'est celle du type derrière un camion de déboueur. Et puis on sort difficilement de cela à vous percevoir comme un cadre. Et l'un des chapitres de mon premier livre, c'est « Je suis noir et je suis cadre ». Ne le dites pas à mon voisin, il me prend pour un éboueur. Dans les partis politiques et les institutions, la République métissée est alors invisible. Et pourtant, c'est maintenant une réalité démographique et culturelle majeure. Kassav fait vibrer son premier zénith au son du zouk, sa version moderne de la musique antillaise. Youssou N'Dour, Touré Kunda, Fela Kuti, de nombreux musiciens et artistes africains choisissent la France comme terre d'accueil. Et le hip-hop inspiré des Afro-Américains commence à enflammer la jeunesse de France. En octobre 1986, l'immigration africaine refait la une des journaux télévisés. L'expulsion massive de 101 Maliens en situation irrégulière en France. Ils ont été renvoyés chez eux en avion et sous escorte policière. Depuis le retour de la droite aux affaires avec le gouvernement de cohabitation, l'immigration est à nouveau désignée comme un problème. 10 ans après les lois Stoléru, les lois Pasqua durcissent à nouveau la législation à l'égard de l'immigration. Les premiers charters d'expulsion d'Africains font la une des journaux. Alors que les politiques focalisent l'opinion publique sur l'immigration clandestine, une réalité bien plus complexe est en train de se construire. Près d'1 million de Noirs africains de toutes origines et leurs enfants vivent maintenant en France. Nombreux sont déjà français. Quant aux nouveaux venus, qu'ils viennent maintenant de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, des Comores et de bien d'autres pays encore, ils le deviendront demain. La France noire continue de se construire. Aux yeux de nombreux Français, ils se ressemblent tous. Et pourtant, chaque population a sa communauté, son petit bout de pays en France. La césure était nette, hein, et il ne fallait surtout pas qu'on nous confonde. Surtout pour nous de l'Afrique centrale. Je peux le dire, l'insulte suprême, c'était d'être pris pour un Malien. Un phénomène de mode retient alors l'attention des médias, le mouvement porté par la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, la SAP. Ces nouveaux dandys africains sont apparus au milieu des années 70 à Brazzaville. De jeunes migrants qui reviennent de France en portant des vêtements de marque qui détournent les codes vestimentaires de la bourgeoisie et de l'aristocratie française. En arrivant en France, j'avais eu un choc. Le choc déjà de savoir que ce n'était pas au paradis que je venais. Et tous ces mythes fondateurs de la SAP s'écroulaient les uns après les autres, puisque nous, on pensait que le sapeur congolais qui arrivait au Congo bien habillé, lorsqu'il vivait en France, il était bien habillé du lundi au dimanche et du 1er au 30. Et on se rend compte que finalement, la majorité de ces sapeurs n'étaient pas très habillés en France et qu'ils préparaient leur parade pour le pays natal. On a tous d'ailleurs vécu dans cette perspective. On travaillait, on gardait un peu d'argent. Lorsqu'on avait la somme exacte, on courait acheter le costume, on mettait dans une malle dans l'espoir de rentrer un jour au pays. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, on accumule, la malle se remplit, le voyage est très lointain et on se dit mais peut-être qu'il faut commencer à vivre là où on est.
Les années 80 se terminent sur les commémorations du bicentenaire de la Révolution française. François Mitterrand a commandé un immense show qui met en scène une France métisse imaginaire sur les Champs-Élysées. Les hommages à l'histoire noire de la France se mêlent aux stéréotypes exotiques. Les images sont belles, mais bien éloignées de la réalité quotidienne de nombreux Français noirs. Dans les quartiers populaires, la jeunesse noire grandit dans l'ombre. Le chômage chez les jeunes domiens dépasse largement celui des jeunes métropolitains et les porte-paroles politiques sont absents. Avec le rap et les cultures urbaines, une nouvelle voix émerge qui parle à toute une nouvelle France. Quand tu grandis, que tout le temps on te parle des Gaulois, qu'on te montre des photos de Gaulois blonds aux yeux bleus, tu te dis au bout d'un moment, moi je ressemble pas du tout à un Gaulois, donc tu te dis, bon bah, il va falloir que je sache d'où je viens un petit peu. Puis ce mouvement-là, c'est ce que ça permet aussi. Tu vois, ça n'arrive pas à tous les jeunes, quoi, la possibilité de parler et qu'on puisse capter notre truc, tu vois ce que je veux dire? Donc eh ben, on est en balance, quoi, on est des agitateurs. Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un cartonneur. Ce qui est fort avec Ayam et NTM, c'est que quand ils sont arrivés, à un moment donné, on s'est dit, il y avait des jeunes dans les quartiers qui s'exprimaient, qui disaient qu'ils étaient d'origine immigrée, mais qui sont français. C'est vrai que ça m'a permis, grâce à eux, de me dire, il y a des gens qui me représentent, ils parlent de moi, ils parlent de la même manière que moi, et surtout, ils parlent de mon histoire, et je me sentais pas seul. Cela fait maintenant presque 20 ans que des enfants de parents africains et comoriens naissent sur le sol français. Les politiques de regroupement familial lancées en 1975 ont féminisé la migration africaine. Et les enfants nés sur le sol de France sont français, même s'ils ne sont pas forcément perçus comme tels. Cette question tu viens d'où, mais on me l'a trop posée. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte que le fait que je sois française n'était pas évident pour tout le monde. On a commencé à me demander d'où je venais, mais l'air de dire tu viens de très 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 loin. Et en fait, au début, je répondais naïvement, je disais bah, je viens de la Courneuve, mais sinon, tu viens d'où et tout. Et je disais bah, je viens de Paris, en fait, je suis née à Paris, dans le 4e et tout ça. Et je comprenais en fait que les gens s'attendaient à ce que je réponde que je venais, je sais pas, de la savane, de la jungle, je ne sais pas. Mais du coup, c'est là-dessus en fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ajuste, enfin, en tout cas, que dans le regard des gens, il fallait que je justifie le fait que je sois noire. Mais pour de nombreux jeunes noirs, être français ne fait pas oublier les expériences qu'ont vécues leurs parents avec la migration. J'ai raté le bac, pour moi c'était pas un truc extraordinaire, je m'en foutais presque. Mon père rentre dans ma chambre, d'habitude il crie. Là il n'a pas crié, il s'est mis dans le coin du lit là, le matin. Et d'un coup je le vois pleurer, une larme qui tombe, j'ai jamais vu mon père pleurer. Il me dit, j'ai nettoyé des toilettes, je vous ai pas vu dans 6 mois parce que j'étais au bateau. J'ai pas vu quand ma mère est morte. J'ai pas vu mes amis quand ils sont morts aux Comores. Tout ça pour que vous venez ici, vous avez une éducation, vous avez de l'école et tout ça. Et toi, tu vas à l'école et tu passes ton bac comme ça. Comme si... Et ce jour-là, j'ai eu un premier déclic. Je me suis dit, c'est vrai, je suis français. C'est vrai qu'il y a des problèmes de société. J'étais révolté de la société. Mais le premier combat que je devais faire, c'était quand même pour eux. C'est pour ça que je suis positif dans mes textes, c'est pour ça que j'essaye de montrer une bonne image. C'est pas que par rapport au quartier, mais c'est par rapport à l'éducation de mes parents, c'est par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Et l'année d'après, j'ai eu mon bac. Malgré les voix multiples de ces générations montantes, le contexte est désormais celui d'une politique de va-et-vient permanent, entre ouverture et fermeture de la société française aux populations afro-antillaises. La gauche a fait entrer les premiers responsables politiques noirs au gouvernement depuis la fin des années 50, mais a laissé s'installer la ghettoisation des quartiers populaires,
et la droite continuent de creuser les différences. Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur,